En décembre 1977, le cargo Bretagne Nord quitte le port de Calais par une nuit de brouillard dense. À son bord, 12 hommes d'équipage, dont Marcel Dubreuil, mécanicien de 38 ans, père de 2 enfants. Le lendemain matin, lors de l'appel, son nom reste sans réponse. Sa cabine est vide, son lit intact, ses affaires personnelles rangées avec soin. Aucune trace de lutte, aucun signe de départ précipité. Marcel Dubreuil s'est volatilisé quelque part entre la côte française et les eaux britanniques, dans une zone maritime parmi les plus fréquentées au monde. Les recherches s'organisent immédiatement. Les gardes-côtes français et britanniques ratissent la Manche pendant 3 jours. On interroge l'équipage, on fouille chaque recoin du navire, on vérifie les registres de quart. Rien. Pas un témoin, pas un indice matériel, pas même une hypothèse solide. Marcel Dubreuil était apprécié de tous, sans problème d'argent ni conflit connu. Un homme ordinaire qui s'est effacé dans la nuit, laissant derrière lui une famille brisée et des collègues sous le choc. 20 ans plus tard, en 1997, un ancien technicien radio de la marine marchande fait le tri dans ses archives personnelles. Il tombe sur une vieille bande magnétique étiquetée d'une date familière. Par curiosité, il la glisse dans un lecteur poussiéreux. Ce qu'il entend le fige sur place. Des voix, un bruit de moteur, puis un cri. Un signal oublié qui va rouvrir la nuit du drame et transformer cette disparition inexpliquée en une énigme encore plus troublante. L'hiver 1977 est particulièrement rude sur les côtes du Pas-de-Calais. Les dockers de Calais travaillent sous des bourrasques glaciales. Les chalutiers rentrent chargés de poissons, mais aussi de récits de mer démontée. Le port vit au rythme des marées et des rotations incessantes des ferries vers Douvres. C'est un monde d'hommes habitués au danger, où l'on ne parle pas beaucoup, mais où chacun veille sur l'autre. Dans ce décor de grues et de conteneurs, Marcel Dubreuil est une figure connue et respectée. Né à Boulogne-sur-Mer en 1939, Marcel a grandi les pieds dans l'eau salée. Son père était pêcheur, son grand-père aussi. Lui a choisi la marine marchande, attiré par les traversées plus longues et les machines imposantes. À 38 ans, il cumule 20 années de mer, principalement sur des cargos de cabotage entre la France et l'Angleterre. Marié à Denise depuis 1962, il est père de Thomas, 16 ans, et de Claire, 12 ans. Un homme discret, consciencieux, qui rentre toujours à l'heure prévue et rapporte des chocolats anglais. Le Bretagne Nord est un cargo mixte de 4000 tonnes, construit en 1968, spécialisé dans le transport de marchandises diverses. L'équipage compte 12 hommes, tous expérimentés, tous familiers des caprices de la Manche. Marcel y travaille comme second mécanicien depuis 3 ans. Il connaît chaque boulon de la salle des machines, chaque vibration anormale du moteur. Ses collègues le décrivent comme fiable, méthodique, un homme sur qui on peut compter même dans les situations difficiles. Personne n'imagine qu'il puisse simplement disparaître. Le 14 décembre 1977, le Bretagne Nord est affrété pour livrer du matériel industriel à Southampton. Le départ est prévu à 18 h, mais le brouillard retarde l'appareillage jusqu'à 20 h 30. Les conditions météorologiques sont médiocres sans être alarmantes. Mer forte, visibilité réduite, mais rien que l'équipage n'ait déjà affronté des centaines de fois. Marcel embrasse Denise sur le quai, lui promet d'être de retour pour le dimanche. Il monte à bord avec son sac marin, rejoint son poste. Personne ne sait que c'est la dernière fois qu'on le verra vivant. La traversée débute normalement. Le cargo progresse à vitesse réduite en raison du brouillard. Marcel prend son quart en salle des machines de 22 h à 2 h du matin. À minuit, le chef mécanicien descend vérifier une jauge et échange quelques mots avec lui. Tout est normal. Marcel fume une cigarette, consulte ses instruments, note les données dans le registre. À 2 h, son collègue Pierre Lemoine arrive pour le relever. La salle des machines est vide. Le registre est ouvert à la dernière page remplie, le stylo posé à côté. La cigarette de Marcel refroidit dans le cendrier. Avant de poursuivre cette enquête troublante, dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez aujourd'hui. Cette histoire s'est déroulée dans les eaux froides du Pas-de-Calais, mais ces mystères maritimes fascinent partout en France. Si vous aimez les affaires non résolues et les enquêtes qui défient le temps, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau récit. Et si vous voulez que nous plongions encore plus profondément dans ces dossiers oubliés, laissez un like maintenant. Chaque soutien nous permet de continuer à exhumer ces histoires enfouies dans les archives. Pierre Lemoine reste figé quelques secondes,
dans l'encadrement de la porte métallique. La salle des machines résonne de son grondement habituel. Les cadrans affichent des valeurs normales. Mais Marcel n'est pas là. Pierre monte 4 à 4 l'escalier vers le pont, pensant que son collègue a peut-être eu un malaise et cherché de l'air frais. Le pont est désert, fouetté par un vent glacial et noyé dans un brouillard si épais qu'on distingue à peine la proue. Il fait le tour du navire en appelant, inspecte les postes de travail, vérifie les sanitaires. Rien. À 2h15, Pierre alerte le second capitaine. En quelques minutes, tout l'équipage disponible est mobilisé. On fouille systématiquement chaque recoin du cargo. Les cabines, les cales, les coursives, les annexes techniques. On vérifie même les espaces de stockage où personne ne va jamais. Marcel Dubreuil ne se trouve nulle part à bord. Le capitaine ordonne de ralentir l'allure et fait illuminer le pont. L'hypothèse d'une chute par-dessus bord commence à s'imposer, même si personne ne veut y croire. Comment un marin expérimenté peut-il tomber à la mer par temps calme? Le cargo fait demi-tour et retrace sa route au ralenti. Les projecteurs balayent la surface noire et houleuse de la Manche. L'équipage scrute l'eau avec des jumelles, cherchant une forme, un vêtement, n'importe quel signe. À 3 heures du matin, le capitaine transmet un message de détresse aux autorités maritimes. Les gardes-côtes français sont alertés, puis les Britanniques. Des patrouilleurs sont dépêchés sur zone. À l'aube, 3 navires et un hélicoptère participent aux recherches. La mer reste désespérément vide. Pas de corps, pas de débris, pas de gilet de sauvetage. Les premières interrogations surgissent rapidement. Pourquoi Marcel aurait-il quitté son poste en plein quart? Aucune alarme ne s'est déclenchée, aucun incident technique n'a été signalé. Le registre de bord montre qu'il a consigné ses dernières observations à 1h45, soit 15 minutes avant l'arrivée de Pierre. Que s'est-il passé dans ce court intervalle? Le chef mécanicien témoigne que Marcel semblait parfaitement normal à minuit. Pas fatigué, pas malade, pas préoccupé. Il parlait même de repeindre sa cuisine à son retour. On examine sa cabine avec minutie. Le lit est fait au carré, les vêtements pliés dans le placard, la photo de famille épinglée au-dessus du bureau. Son portefeuille contient ses papiers et 200 francs. Sa montre est posée sur la table de nuit. Aucun élément n'indique une fuite planifiée ou un geste désespéré. Marcel a laissé derrière lui toutes ses affaires, comme quelqu'un qui compte revenir. Le médecin du port de Calais, consulté par radio, confirme que Marcel était en excellente santé lors de sa dernière visite médicale 15 jours plus tôt. Le Bretagne Nord est contraint de poursuivre sa route vers Southampton après 12 heures de recherches infructueuses. Les autorités prennent le relais. Le navire accoste le 15 décembre en fin d'après-midi. La police britannique monte à bord, interroge chaque membre d'équipage séparément. Tous racontent la même chose. Un quart de routine, une disparition inexplicable. Un homme sans problème apparent qui s'évanouit sans témoin. Les enquêteurs ne détectent aucune contradiction, aucun mensonge évident. L'équipage est sous le choc, sincèrement bouleversé. À Calais, Denise Dubreuil reçoit la visite de 2 gendarmes maritimes le 15 décembre à 8 heures du matin. On lui annonce que son mari a disparu en mer dans la nuit. Elle refuse d'abord de le croire, puis s'effondre. Thomas et Claire rentrent du collège pour découvrir leur mère effondrée dans le salon, entourée de voisines. La nouvelle se répand dans le quartier portuaire. Marcel était populaire, respecté. Les dockers organisent une collecte pour la famille. Les collègues de la marine marchande parlent à voix basse, incrédules. Les recherches en mer se poursuivent pendant 3 jours. Les courants de la Manche sont analysés, les zones de dérive calculées, les côtes britanniques et françaises surveillées. On retrouve des bidons, des planches, des filets de pêche abandonnés, mais rien qui appartienne à Marcel Dubreuil. Le 18 décembre, les opérations sont officiellement suspendues. La mer ne rend pas son secret. Le procureur de Boulogne-sur-Mer ouvre une enquête préliminaire pour disparition inquiétante. Les conclusions initiales penchent vers l'accident, mais sans certitude. L'armateur du Bretagne Nord diligente sa propre investigation interne. Un expert maritime examine le navire de fond en comble. Les garde-corps sont intacts, les hublots fermés, aucune trace de lutte ou de sang. Le système de sécurité du cargo ne révèle aucune anomalie. L'expert note toutefois que les rambardes de sécurité près de la salle des machines sont plus basses que les normes actuelles. Un homme déséquilibré par une vague ou une bourrasque pourrait théoriquement basculer. Mais pourquoi Marcel serait-il sorti sur le pont en plein quart?
Les semaines passent. L'enquête piétine faute d'éléments concrets. Aucun témoin, aucune preuve matérielle, aucun mobile identifiable. Marcel Dubreuil devient officiellement un marin disparu en mer, une statistique tragique parmi tant d'autres. Son nom rejoint la longue liste des hommes avalés par les flots sans explication. Pour Denise et ses enfants, c'est le début d'un cauchemar sans fin. Pas de corps, pas de funérailles, pas de clôture. Juste l'absence et les questions qui tourmentent en boucle. Le dossier est classé en mars 1978 avec la mention accident présumé. La compagnie d'assurance verse une indemnité à la famille après 6 mois de procédure. Le Bretagne Nord continue ses rotations habituelles. L'équipage change progressivement. Les nouveaux marins ne connaissent pas l'histoire. Seuls quelques anciens se souviennent encore de cette nuit de décembre où Marcel Dubreuil a disparu sans laisser de traces. Le temps efface peu à peu le souvenir, mais pas le mystère. Que s'est-il vraiment passé entre 1h45 et 2h du matin? Les gendarmes maritimes de Boulogne-sur-Mer reprennent l'enquête dès le retour du Bretagne Nord en France, le 19 décembre. Le commandant Bertrand Morel, un homme méthodique de 50 ans, est chargé de l'affaire. Il commence par réinterroger longuement chaque membre d'équipage. Pierre Lemoine, celui qui a découvert la disparition, est entendu pendant 4 heures. Son témoignage reste constant. Il est arrivé à 2h pile pour prendre son quart. La salle des machines était vide, le matériel en ordre. Il n'a entendu aucun cri, aucun bruit suspect. Le capitaine du Bretagne Nord, Henri Vaillant, est un vétéran de 60 ans qui navigue depuis l'âge de 16 ans. Il affirme que les conditions météorologiques, bien que difficiles, n'étaient pas exceptionnelles pour la saison. La mer était forte, mais pas dangereuse pour un navire de cette taille. Le brouillard réduisait la visibilité à moins de 50 mètres, ce qui obligeait à la prudence, mais ne constituait pas une menace directe. Il exclut formellement l'hypothèse d'un accident lié aux conditions de navigation. Marcel connaissait parfaitement son travail. Les enquêteurs examinent minutieusement le parcours professionnel de Marcel. 20 ans de carrière sans incident, sans sanction disciplinaire, sans le moindre accroc. Les évaluations annuelles sont toutes excellentes. Ses supérieurs le décrivent comme un mécanicien compétent et consciencieux. Ses collègues insistent sur son caractère égal. Jamais un mot plus haut que l'autre, toujours prêt à aider. L'homme semble avoir été apprécié de tous. Aucune rivalité, aucun conflit de travail, aucune tension avec qui que ce soit. Un profil qui ne colle pas avec une disparition volontaire. L'enquête se tourne vers la vie privée. Denise est interrogée longuement. Elle décrit un mariage heureux sans problème majeur. Marcel était un père attentif, un mari présent malgré ses longues absences. Ils économisaient pour acheter une maison à la campagne, parlèrent de la retraite de Marcel dans une dizaine d'années. Aucune dette, pas de maîtresse connue, pas de secret apparent. Les voisins confirment l'image d'une famille normale et unie. Thomas et Claire, malgré leur jeune âge, sont également entendus. Ils parlent d'un père aimant qui ne semblait avoir aucun souci. Les finances de Marcel sont épluchées. Ses comptes bancaires ne révèlent aucune transaction inhabituelle. Son salaire était modeste mais régulier. Il n'avait pas contracté de crédit récemment, ne jouait pas, ne buvait pas excessivement. Les relevés téléphoniques de son domicile montrent des appels banals, familiaux ou professionnels. Rien qui puisse suggérer une double vie ou des problèmes cachés. L'homme était transparent, peut-être même trop. Les enquêteurs ne trouvent absolument rien d'anormal, ce qui est en soi troublant. Même les vies les plus ordinaires recèlent des petits secrets. Le commandant Morel fait reconstituer la chronologie précise de la nuit. Le chef mécanicien a vu Marcel pour la dernière fois à minuit. Pierre Lemoine est arrivé pour le relever à 2h. Cela laisse une fenêtre de 120 minutes pendant lesquelles la disparition a pu se produire. Mais les dernières notes du registre datent d'1h45. Marcel était donc encore vivant et à son poste 15 minutes avant l'arrivée de Pierre. La fenêtre se réduit à un quart d'heure, peut-être moins. Que peut-il se passer en si peu de temps? Les techniciens de la gendarmerie examinent le registre de bord. L'écriture de Marcel est régulière, sans tremblement, sans rature suspecte. La dernière ligne indique des valeurs de pression et de température normales. Aucun signe de stress ou de précipitation. L'homme a posé son stylo calmement, puis a disparu. Les experts graphologues ne détectent aucune anomalie dans les dernières écritures. Marcel ne savait pas qu'il allait disparaître, ou alors il était un acteur exceptionnel. L'hypothèse du suicide planifié s'éloigne encore.
Les plongeurs de la gendarmerie inspectent la coque du Bretagne Nord lors d'une mise en cale sèche en janvier 1978. Ils cherchent des traces d'impact, des éraflures inhabituelles, n'importe quel indice. La coque est en bon état, aucune marque suspecte. Les hélices n'ont pas heurté de corps. Le navire lui-même ne porte aucune trace de ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est comme si Marcel s'était dématérialisé, simplement cessé d'exister entre deux battements de cœur. Les enquêteurs commencent à tourner en rond. Une piste est brièvement explorée, celle d'une agression. Un membre d'équipage aurait-il pu s'en prendre à Marcel? Les alibis sont vérifiés. Au moment de la disparition, le capitaine et le second étaient sur la passerelle, visibles par le timonier. Les 4 hommes de quart à divers postes du navire ont tous été vus à leur emplacement. Les 6 autres dormaient dans leur cabine. Plusieurs ont été entendus ronfler par leurs voisins de couchette. Organiser un meurtre dans ces conditions semble quasi impossible. Et surtout, quel mobile? Marcel n'avait d'ennemi déclaré. L'hypothèse du trafic est envisagée. La Manche est une zone de passage pour toutes sortes de marchandises, légales ou non. Marcel aurait-il pu être impliqué dans quelque chose qui aurait mal tourné? Les douanes sont consultées. Le Bretagne Nord n'a jamais été signalé pour du trafic. Les cargaisons transportées cette nuit-là sont du matériel industriel parfaitement documenté. Les services de renseignement n'ont aucun dossier sur Marcel ou sur l'équipage. Cette piste s'avère également sans issue. L'homme était trop transparent pour avoir été mêlé à des activités illégales. En mars 1978, après 3 mois d'investigation, le commandant Morel doit se rendre à l'évidence. Il n'a aucune preuve, aucun témoin, aucun élément tangible. Son rapport conclut à un accident probable, sans pouvoir en préciser la nature exacte. Marcel Dubreuil aurait pu sortir sur le pont pour une raison inconnue, être victime d'un malaise, d'une vague, d'un faux pas. Son corps n'a jamais été retrouvé, ce qui n'est pas rare dans ces eaux froides et tumultueuses. Le dossier est transmis au procureur avec une recommandation de classement. L'affaire est officiellement close, mais pas résolue. Dans les mois qui suivent, plusieurs théories circulent dans les milieux maritimes de Calais. Certains évoquent une dépression cachée. Le métier de marin est dur, les séparations familiales usent, le mal du pays peut frapper même les plus endurcis. Marcel aurait-il pu décider d'en finir sans prévenir personne? Mais cette hypothèse ne tient pas. Tous ceux qui l'ont connu insistent sur son équilibre, sa joie de vivre discrète, ses projets d'avenir. Un homme qui planifie de repeindre sa cuisine ne se suicide pas 2 jours plus tard. D'autres murmurent une histoire d'alcool. Un marin ivre aurait pu tituber jusqu'au pont et basculer par-dessus bord. Le médecin légiste consulté dément formellement. Marcel buvait modérément, jamais en mer. Aucun membre d'équipage ne l'a vu consommer d'alcool ce soir-là. Les analyses toxicologiques post-mortem sont impossibles sans corps, mais les témoignages convergent. Marcel était sobre et professionnel. Cette piste s'effondre rapidement face à la réalité des faits et des habitudes de l'homme. Une rumeur plus sombre émerge. Et si Marcel avait été assassiné? Un crime parfait sur un navire en mouvement, le corps jeté à la mer, aucune trace. Mais là encore, les faits résistent. Comment tuer un homme sans témoin sur un cargo où tout le monde se connaît, où les espaces sont exigus, où les bruits portent? Et surtout, pourquoi? Marcel ne représentait une menace pour personne. Il n'avait pas d'ennemis, pas de fortune à léguer, pas de secret compromettant. Le mobile manque autant que les preuves. Quelques illuminés parlent d'enlèvement. Des pirates modernes auraient abordé le navire, kidnappé Marcel pour une raison mystérieuse, puis disparu dans le brouillard. Cette théorie rocambolesque fait sourire les professionnels. La Manche, en 1977, n'est pas la mer de Chine. Les contrôles sont stricts, les patrouilles fréquentes, le trafic maritime intense. Un abordage discret relève de la fiction. Et quel intérêt d'enlever un simple mécanicien? Cette hypothèse rejoint vite le domaine du fantasme. Une autre version circule dans les bars du port. Marcel aurait simulé sa disparition pour refaire sa vie ailleurs. Un départ volontaire, prémédité, exécuté avec une précision chirurgicale. Il aurait sauté du navire près de la côte, nagé jusqu'au rivage, disparu dans la nature avec une nouvelle identité. Mais comment expliquer l'absence totale de préparation? Pas d'argent retiré en grande quantité, pas de documents falsifiés, pas de complicité détectée. Et abandonner femmes et enfants sans un mot. Ceux qui connaissaient Marcel rejettent cette idée avec véhémence. En 1980,
Un fait divers relance brièvement l'affaire. Un corps est retrouvé sur une plage du Kent. Les autorités britanniques pensent d'abord à Marcel Dubreuil. Denise est contactée, les enfants sont mis en alerte. L'identification révèle qu'il s'agit d'un pêcheur irlandais disparu 6 mois plus tôt. Le faux espoir ravive la douleur de la famille. Thomas, désormais étudiant, commence à s'intéresser activement au dossier. Il écrit aux autorités, demande la réouverture de l'enquête, se heurte à des fins de non-recevoir polies mais fermes. Le temps passe, le mystère reste. En 1985, un ancien matelot du Bretagne Nord contacte la gendarmerie. Il affirme avoir des informations sur la disparition. Les enquêteurs le reçoivent avec espoir. L'homme, visiblement alcoolisé et incohérent, raconte une histoire confuse impliquant des trafiquants, une dette de jeu et un meurtre rituelique. Son témoignage s'effondre rapidement. Il confond les dates, les lieux, les personnes. Il devient évident qu'il cherche de l'attention ou de l'argent. Après vérification, il n'était même pas à bord cette nuit-là. Un nouveau cul-de-sac. La même année, un journaliste de Calais publie un article sur les disparitions mystérieuses en mer. Il consacre plusieurs pages à Marcel Dubreuil, compile les témoignages, interroge la famille. L'article propose une hypothèse nouvelle. Une crise cardiaque foudroyante. Marcel serait mort subitement, seul dans la salle des machines, puis son corps aurait été déplacé pour des raisons inexpliquées. Mais par qui? Et pourquoi? La théorie soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Le papier fait parler pendant quelques semaines, puis l'oubli retombe. Les années 90 voient l'émergence de nouvelles technologies d'investigation. Des enquêteurs privés proposent à Denise de rouvrir le dossier avec des méthodes modernes. Faute de moyens financiers, elle décline. Claire, devenue institutrice, tente de retrouver d'anciens membres d'équipage pour les réinterroger. La plupart sont décédés ou injoignables. Ceux qu'elle contacte répètent ce qu'ils ont dit 20 ans plus tôt. Rien de nouveau. Le dossier semble définitivement scellé, prisonnier de cette nuit de brouillard où tout s'est joué en 15 minutes. En 1995, le Bretagne Nord est démantelé dans un chantier naval de Dunkerque. Thomas assiste à la destruction, comme pour fermer symboliquement un chapitre. Il photographie le navire avant son découpage. Sur les clichés, on voit une coque rouillée, des structures fatiguées par 3 décennies de navigation. Le cargo emporte avec lui ses secrets. Thomas range les photos dans un album, à côté des rares images de son père. La vie continue, mais l'absence ne se comble jamais. Marcel Dubreuil reste ce fantôme de la Manche, cet homme sans tombe. Les théories, les rumeurs, les fausses pistes se sont toutes effondrées face à l'absence de preuves. 20 ans après la disparition, aucune explication crédible n'a émergé. Marcel Dubreuil s'est évaporé dans des circonstances qui défient la logique. Pas de traces, pas de mobile, pas de témoins, juste un vide, un silence assourdissant et une famille qui ne saura jamais. C'est cette résignation douloureuse qui domine en 1997, quand un hasard extraordinaire va tout changer. En avril 1997, Georges Petit, 68 ans, ancien technicien radio de la marine marchande, prend sa retraite. Il vit seul à Wimereux, près de Boulogne-sur-Mer, dans une maison encombrée de matériel électronique obsolète. Georges a passé 40 ans à capter, enregistrer, analyser les communications maritimes. C'était sa passion autant que son métier. À la retraite, il décide de faire du tri. Son grenier déborde de cartons remplis de bandes magnétiques, de registres, de notes griffonnées. Des décennies d'archives qu'il a méthodiquement conservées sans toujours savoir pourquoi. Un après-midi de mai, Georges ouvre un carton étiqueté 1977-1978. Il y trouve des dizaines de bobines soigneusement classées par date. Son système d'archivage était rigoureux. Chaque bande porte une étiquette manuscrite indiquant la date, l'heure et la fréquence d'enregistrement. Il tombe sur une bobine marquée 14-15 décembre 1977, 22h à 6h. Cette nuit-là lui dit vaguement quelque chose. Il hésite, puis décide de l'écouter par curiosité. Il installe la bande sur un vieux magnétophone Revox, qu'il a miraculeusement conservé en état de marche. Les premières minutes ne contiennent que des communications de routine, des cargos qui signalent leur position, des échanges techniques entre navires et stations côtières, le grésillement caractéristique des ondes radio. Georges reconnaît les codes, le jargon maritime, les voix lasses des opérateurs de nuit. Puis, à un moment qu'il situe vers 1h40 du matin,
quelque chose d'inhabituel apparaît. Une voix faible, presque couverte par les parasites, prononce des mots difficiles à distinguer. Georges rembobine, monte le volume, écoute à nouveau. La voix dit « À l'aide, cargo Bretagne Nord, position », puis c'est brouillé. Georges se redresse. Le nom du navire l'interpelle. Il ne se souvient pas pourquoi, mais ce nom résonne en lui. Il poursuit l'écoute. 10 secondes de silence, puis un bruit sourd, comme un choc métallique. Ensuite des grésillements, puis plus rien. L'enregistrement continue avec des communications banales d'autres navires. Georges arrête la bande, perplexe. Un appel de détresse étouffé, jamais achevé, jamais relayé. Pourquoi ne s'en souvient-il pas? Il consulte ses archives papier. Il retrouve son registre de décembre 1977. À la date du 14 au 15, il a noté « Nuit calme, brouillard, trafic normal ». Aucune mention d'un appel de détresse. Comment a-t-il pu manquer cela? Georges réfléchit. En 1977, il surveillait plusieurs fréquences simultanément, équipées d'un système d'enregistrement automatique. Les appels faibles ou brouillés étaient fréquents. Il ne pouvait pas tous les analyser en temps réel. Certains ne devenaient audibles qu'à la réécoute, avec du matériel plus performant. Cette voix a pu passer inaperçue dans le bruit ambiant. Georges se souvient soudainement. Le Bretagne Nord, décembre 1977. La disparition du mécanicien. Il avait lu l'article dans le journal à l'époque. Un homme volatilisé sans trace. Il n'avait jamais fait le lien avec ses enregistrements de cette nuit-là. Pourquoi l'aurait-il fait? Aucun appel de détresse n'avait été signalé officiellement. Le dossier parlait d'une disparition silencieuse. Maintenant, 20 ans plus tard, il tient peut-être la preuve qu'il s'est passé quelque chose de précis, quelque chose qui a été manqué. Son cœur s'accélère. Il doit signaler cette découverte. Le 20 mai 1997, Georges Petit contacte la gendarmerie maritime de Boulogne-sur-Mer. Il explique qu'il possède un enregistrement qui pourrait concerner la disparition de Marcel Dubreuil. L'opérateur au téléphone semble dubitatif. 20 ans, c'est long. Beaucoup de dossiers ont été archivés, les enquêteurs originaux sont souvent à la retraite ou décédés. Georges insiste. Il a une bande, une voix, un nom de navire. Finalement, on lui donne un rendez-vous. Le lieutenant Arnaud Mercier, jeune enquêteur spécialisé dans les affaires maritimes, accepte de le recevoir. Le 23 mai, Georges apporte sa bobine et son magnétophone à la gendarmerie. Le lieutenant Mercier écoute l'enregistrement avec attention. Il fait venir un technicien audio pour nettoyer le son, filtrer les parasites. Après traitement, la voix devient plus claire. On distingue « À l'aide, cargo Bretagne Nord, position 4-9 », puis ça se coupe. La voix est masculine, jeune ou d'âge moyen, avec un accent du Nord. Le bruit sourd qui suit ressemble à un impact, peut-être une chute. Le technicien confirme que l'enregistrement semble authentique, pas de manipulation évidente. Mercier exhume le dossier Dubreuil des archives. Il lit les procès-verbaux jaunis, les témoignages, les conclusions. Aucune mention d'un appel radio. L'enquête avait conclu à une disparition sans signal de détresse, ce qui était troublant, mais pas exceptionnel. Un homme peut tomber à la mer sans avoir le temps ou les moyens d'appeler. Mais si cet enregistrement est bien de Marcel Dubreuil, cela change tout. Cela signifie qu'il a eu le temps de saisir un émetteur, qu'il était conscient, qu'il a demandé de l'aide, et que personne n'a répondu. Le lieutenant convoque les experts. L'enregistrement est analysé sous tous les angles. La fréquence utilisée correspond à une fréquence maritime d'urgence, mais secondaire, moins surveillée que le canal 16 principal. En 1977, avec le brouillard et les conditions atmosphériques, un signal faible sur cette fréquence a pu ne pas être capté par les stations principales. Seul le système automatique de Georges Petit, qui balayait large, l'a enregistré. La voix a crié dans le vide, son appel s'est perdu dans l'éther. Cette découverte est à la fois une réponse et un nouveau mystère. Le dossier est officiellement rouvert le 3 juin 1997. 20 ans après les faits, l'affaire Marcel Dubreuil revient sur le devant de la scène. Les médias locaux s'emparent de l'histoire, un signal oublié qui refait surface, un appel de détresse qui n'a jamais été entendu. Denise, maintenant âgée de 64 ans, est contactée par le lieutenant Mercier. Il lui explique la découverte. Elle pleure au téléphone, partagée entre l'espoir de comprendre enfin et la douleur ravivée. Son mari a appelé.
Il a essayé de se sauver et personne n'est venu. L'analyse technique de la bande révèle des détails supplémentaires. Le bruit de fond permet de situer l'émission à l'intérieur d'un navire en mouvement. On entend distinctement le grondement sourd des machines, caractéristique d'un cargo de taille moyenne. La voix provient donc bien du Bretagne Nord. L'heure estimée de l'appel entre 1h40 et 1h50 correspond exactement à la fenêtre de disparition. Marcel a effectué ses dernières notes de registre à 1h45, puis quelque chose s'est produit. Il a eu le temps de saisir un émetteur radio portable. Les enquêteurs cherchent à comprendre où se trouvait cet émetteur. Les cargos de cette époque disposaient de postes radio fixes sur la passerelle, mais aussi d'émetteurs portables pour les urgences. Ces appareils étaient rangés dans des coffres étanches à divers endroits du navire, notamment près de la salle des machines. Marcel a dû en attraper un, tenter de lancer un appel. Le fait qu'il ait donné le nom du navire et commencé à indiquer une position montre qu'il suivait la procédure standard de détresse. Il était lucide, méthodique, même dans l'urgence. Mais que s'est-il passé ensuite? Le bruit sourd qui coupe l'appel intrigue les experts. Certains pensent à une chute. Marcel aurait pu être sur le pont ou près d'une écoutille, perdre l'équilibre, tomber. Le bruit correspondrait à l'impact de l'émetteur heurtant une surface métallique avant de sombrer. D'autres évoquent une vague soudaine, un mouvement brutal du navire qui aurait projeté Marcel par-dessus bord. L'émetteur serait tombé en même temps, expliquant la coupure nette de la transmission. Aucune certitude, seulement des hypothèses. Une question taraude les enquêteurs. Pourquoi Marcel a-t-il quitté son poste en salle des machines? Le registre montre qu'il était à son travail 15 minutes plus tôt. Qu'est-ce qui l'a poussé à sortir, émetteur en main, pour appeler à l'aide? A-t-il détecté un problème qu'il n'a pas eu le temps de consigner? A-t-il entendu un bruit suspect, vu quelque chose d'anormal? Les anciens membres d'équipage encore vivants sont à nouveau interrogés. Aucun ne se souvient d'une anomalie cette nuit-là. Le navire fonctionnait normalement. Une théorie émerge. Marcel aurait pu être témoin d'un événement extérieur. Un autre navire en détresse, une embarcation de fortune, quelque chose qui l'aurait poussé à monter sur le pont pour mieux voir. Il aurait saisi l'émetteur pour signaler la situation, puis aurait été victime d'un accident. Mais cette théorie ne tient pas. Son appel parle du Bretagne Nord, pas d'un autre bateau. Il demandait de l'aide pour lui-même, pas pour autrui. Il était en danger, conscient de l'être, tentant de le communiquer. Le lieutenant Mercier consulte des experts en sécurité maritime. Il reconstitue la configuration du Bretagne Nord en 1977. La salle des machines se situait au centre du navire, sous le pont principal. Pour accéder à un point où un émetteur portatif aurait une chance de transmettre correctement, Marcel devait monter sur le pont. Les parois métalliques du navire bloquaient les signaux radio. Il a donc quitté sa zone de travail, grimpé vers l'extérieur, tenté d'appeler. Puis quelque chose l'a empêché de terminer. Une glissade, une vague, une bourrasque, un malaise. Les conditions météorologiques de cette nuit sont réétudiées. Les archives de Météo France confirment un brouillard dense, une mer forte, des vents de 40 à 50 km par heure. Pas de tempête, mais des conditions difficiles. Sur un pont mouillé dans l'obscurité, avec une visibilité quasi nulle, le danger était réel. Marcel, concentré sur son émetteur, peut avoir manqué d'attention. Un instant de distraction suffit. Le navire bouge. Le pont est instable. Un faux pas est vite arrivé. La mer n'offre aucune seconde chance. La famille Dubreuil reçoit ces informations avec des sentiments mélangés. Thomas déclare aux journalistes que savoir que son père a appelé à l'aide change tout. Ce n'était pas un suicide, pas une fuite. C'était un accident, un drame survenu alors qu'il tentait probablement de régler un problème ou de signaler quelque chose. Cette certitude apporte une forme de paix. Claire, plus pragmatique, souligne que cela ne ramènera pas leur père. Mais connaître les derniers instants, entendre sa voix sur cet enregistrement, même indirectement, c'est une forme de retrouvaille. L'enregistrement est confié à Denise. Elle l'écoute une fois seule dans son salon. Elle reconnaît le timbre de Marcel, malgré les années et la distorsion. Cette voix qu'elle entendait chaque soir, cette voix qui racontait des histoires aux enfants, qui chantait sous la douche. Elle l'entend appeler à l'aide puis le silence. Elle pleure longuement, mais dit ensuite se sentir libérée. Elle sait maintenant. Marcel n'a pas choisi de partir. Il a lutté jusqu'au bout. Il a essayé de rentrer.
C'est la mer qui a été plus forte. Les médias nationaux s'intéressent à l'affaire. Un reportage télévisé est diffusé en septembre 1997. Il retrace la disparition, l'enquête initiale, puis la découverte incroyable de Georges Petit. Le technicien retraité devient une petite célébrité. Il explique son système d'enregistrement, son coup de chance, son obstination à tout archiver. Sans lui, cette voix serait restée enfouie à jamais dans un grenier. L'histoire touche le public. Elle illustre combien la mer reste un monde impitoyable, même à quelques kilomètres des côtes. Le dossier est à nouveau classé en novembre 1997, mais cette fois avec une conclusion différente. Marcel Dubreuil est officiellement déclaré victime d'un accident maritime survenu lors d'une tentative d'appel de détresse. Les circonstances exactes restent indéterminées, mais l'élément intentionnel est exclu. La famille peut enfin organiser une cérémonie du souvenir. En décembre 1997, 20 ans jour pour jour après la disparition, une plaque commémorative est installée sur le quai de Calais. Elle porte le nom de Marcel et ceux d'autres marins disparus en mer. Un hommage à ceux que la Manche n'a jamais rendus. L'affaire Marcel Dubreuil illustre la fragilité de la vie en mer et les limites des enquêtes face à l'absence de corps et de témoins directs. Pendant 20 ans, sa famille a vécu dans l'incertitude la plus totale. Suicide, accident, crime, fuite. Toutes les hypothèses étaient possibles. La découverte fortuite de Georges Petit a apporté une réponse partielle. Marcel a appelé à l'aide, il a lutté, il n'a pas été entendu. Cette certitude console sans effacer la douleur. Denise est décédée en 2003, emportant avec elle le poids de ses années d'attente. Thomas et Claire continuent de commémorer leur père chaque année devant cette plaque qui regarde la mer. Mais une question demeure troublante, irrésolue. Pourquoi Marcel a-t-il quitté son poste pour appeler à l'aide? Qu'a-t-il vu, entendu, compris qui l'a poussé à agir ainsi? L'enregistrement ne le dit pas. Les témoins ne le savent pas. Le navire ne parle plus. Était-ce une urgence technique qu'il était seul à détecter? Un pressentiment inexplicable? Ou simplement un enchaînement fatal de circonstances banales qui ont tourné au drame? La mer garde ce secret, comme elle garde tant d'autres histoires d'hommes engloutis sans explication. Marcel Dubreuil reste ce marin disparu dont on a retrouvé la voix, mais pas le corps, ni toute la vérité. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de nous dire en commentaire de quelle ville vous nous suivez. Cette histoire s'est déroulée dans les eaux froides de la Manche, mais elle résonne partout où des familles attendent encore des réponses. Si vous voulez que nous continuions à exhumer ces affaires oubliées, ces enquêtes suspendues entre mystère et vérité, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Et si ce récit vous a touché, laissez un like pour soutenir notre travail. Chaque geste compte pour que ces voix du passé continuent d'être entendues. Même 20 ans plus tard, même quand plus personne ne cherche.